Salut à tous, c'est Jean-Mi et bienvenue chez moi. Il y a des jeux qui vous donnent l'impression de devoir survivre grâce à vos décisions. Heroes of Sanctum est clairement un jeu de cette catégorie. Ici, le monde est au bord du chaos. Depuis des millénaires, le Sanctum des Scribes protège les écrits, annonçant la venue d'une menace connue sous le nom de l'incursion. Une prophétie raconte que d'anciennes manifestations, venues des ténèbres, finiront par franchir la faille qui sépare notre monde de l'obscurité, et que seuls les champions du Sanctum pourront leur faire face. Et c'est précisément ce moment que le jeu nous propose de vivre. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que cela ne sert pas seulement de décor. On retrouve cela directement dans les mécaniques. Dès les premiers tours, on comprend qu'on ne va pas pouvoir résoudre tous les problèmes à coups d'épée. Il va falloir organiser son groupe, anticiper plusieurs manches à l'avance, protéger les barrières du Sanctum, explorer des régions de plus en plus dangereuses et accepter que chaque décision aura finalement peut-être des conséquences plus tard dans la partie. Ici, on dirige une équipe de 4 héros parmi les 12 disponibles. Et très vite, on comprend que cette composition d'équipe fait clairement partie du jeu. D'ailleurs, dès le début, les règles vous donneront une équipe pour commencer à jouer, avec des profils plus résistants, des profils de soutien, afin que vous puissiez appréhender le jeu de la meilleure des manières possibles. Car avant même que la quête commence, on réfléchit déjà à quelle manière les différents héros vont contribuer à sa réussite. Puis la partie démarre, et j'aime beaucoup la manière dont le jeu installe son rythme. Chaque manche va toujours suivre le même cycle. Les héros agissent, les menaces ripostent, la région évolue, puis le temps passe et le cycle continue. C'est une structure assez simple mais qui procure une sensation très agréable. On prépare son tour, on observe les conséquences de nos choix, puis le monde réagit autour de nous et il faut déjà préparer la suite. Le véritable cœur de l'expérience se trouve dans cette gestion de points d'action. À chaque tour, les possibilités sont nombreuses mais les ressources sont limitées. J'apprécie également beaucoup le fait que le jeu ne se limite pas seulement au combat. Bien sûr, il faut éliminer les menaces qui apparaissent devant vos héros, mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Pendant ce temps, il faut continuer à explorer la région, surveiller les événements, récupérer du butin et l'attribuer correctement aux bons héros pour créer de bonnes synergies et préparer la transition vers la région suivante. On est constamment partagé entre plusieurs priorités. Heroes of Sanctum est un jeu de Simon Doug et Mel Giorgio, j'espère que je n'ai pas écorché leur nom, édité par Firetarp Games. Vous aurez la liste de tous les illustrateurs dans la description de la vidéo, qui ont fait un travail remarquable. C'est un jeu exclusivement en solo, avec une petite variante coop, mais c'est vraiment le solo qui est important dans ce jeu. C'est un jeu à partir de 14 ans, et pour des parties de 45 à 90 minutes. Un format qui vous permet de voir cette montée en puissance, et cette succession de choix s'installer très naturellement. Et si vous aimez les jeux où on prend plaisir à réfléchir avant d'agir, où chaque manche demande d'adapter son plan, et où la satisfaction vient autant de l'optimisation que de la victoire elle-même, alors ce jeu a clairement quelque chose pour vous plaire. Maintenant que l'univers est posé, vous avez une idée de l'expérience qu'il va vous proposer, voyons ensemble comment installer le jeu, comment il se joue, et en fin de vidéo, je donnerai mon avis. Allez, on va voir comment ça se passe autour de la table. Comme d'habitude, on va découvrir le jeu ensemble étape par étape, afin que vous puissiez facilement suivre le déroulement d'une partie. On commencera par la mise en place, ensuite nous détaillerons les différentes phases de jeu, les actions des héros, le fonctionnement des menaces, l'exploration des régions, ainsi que la progression de la quête. En prenant le temps d'expliquer les points importants au fur et à mesure. À la fin de la vidéo, je reviendrai également sur mon ressenti, sur ce que les différentes mécaniques apportent réellement au jeu, le type d'expérience que propose Heroes of the Sanctum, mais aussi les joueurs auxquels il pourrait le plus correspondre. Maintenant que tout est prêt, il ne reste plus qu'à installer la table et à commencer par découvrir la mise en place. Depuis des millénaires, le Sanctum des Scribes protège de précieux ouvrages sacrés. Ces écrits racontent l'existence d'une faille entre notre monde et les ténèbres et annoncent une prophétie, un événement appelé l'incursion. Selon cette prophétie, d'anciennes manifestations des forces obscures franchiront cette faille et pousseront le monde au bord de l'extinction. Les textes annoncent également que les champions oubliés du Sanctum seront les derniers à se dresser face à cette menace. Le moment annoncé est enfin arrivé. Heroes of the Sanctum est un jeu de cartes stratégique en solo basé sur des quêtes qui se déroulent dans un univers de fantasy, post-apocalyptique et de dark fantasy. Avant de commencer votre aventure, vous devez constituer un groupe de 4 héros parmi les 12 disponibles, puis choisir la quête que vous souhaitez entreprendre. Au cours de cette quête, votre groupe traversera des environnements dangereux qui réagissent à vos actions. Vous interagirez avec ces lieux tout en renforçant progressivement vos héros. Pour y parvenir, vous devrez vaincre des ennemis, récupérer du butin, gérer votre équipement et faire progresser chacun de vos personnages. Votre objectif est simple, réussir les objectifs indiqués sur la carte de quête que vous avez choisie. Si vous y parvenez, vous remportez la partie. Pour préparer une partie, suivez les étapes suivantes. Commencez par préparer vos héros. Y installer les lignes de bataille. Sélectionnez 4 héros et placez-les autour des 2 bannières du Sanctum, au centre du champ de bataille. Les héros peuvent commencer dans n'importe quelle position, mais leur disposition doit respecter le schéma présenté dans les règles. Pour une première partie, comme je l'ai fait là, il est recommandé d'utiliser le Passbreaker, l'Assassin, le Warlock, ainsi que le Spirit Dancer. Les héros ne doivent pas être sur leur forme avancée. Vous voyez, de l'autre côté, vous avez un effet avancé. Sauf si une carte de quête vous indique le contraire. Choisissez ensuite une carte de quête. S'il s'agit de votre première partie, prenez la quête d'initiation intitulée Answering the Call. Lisez la phase de mise en place de cette carte et appliquez toutes les instructions indiquées.
Comme vous le voyez, il y a différentes indications que vous devez suivre. Préparez ensuite la pile des régions. Pour cela, vous reportez aux indications de la mise en place de la pile de régions inscrite sur la carte de quête. Lorsque vous constituez cette pile, assurez-vous que le mot-clé Arrived est orienté vers le haut de chaque carte région. Placez ensuite la carte de quête, quête visible, au-dessus des lignes de bataille. Puis installez la pile de régions à portée de main devant vous. Regardez ensuite les icônes de mise en place des proximités présentes sur la première région de la pile. Prenez les cartes proximités correspondant au numéro indiqué par ces icônes et placez-les dans les coins du champ de bataille. Toutes les autres cartes proximité seront ensuite regroupées pour former une pioche placée à proximité. Préparez ensuite les stratagèmes. Placez-le sous le champ de bataille en vous assurant que la carte It Comes Full Circle se trouve au sommet du paquet. Installez ensuite le suivi de quête à côté du paquet stratagème. Placez le marqueur de temps sur la case de départ de la piste temps, puis placez le marqueur d'exploration sur le 0 de la piste d'exploration. Ici, j'ai préparé les différents jetons. Vous avez les jetons de dégâts, les jetons de quête. Prenez également des jetons héros qui correspondent aux icônes de héros que vous avez choisis, ainsi que les jetons défense et stun, puis placez-les à côté du paquet de stratagèmes. Poursuivez ensuite avec les menaces et le butin. Mélangez séparément les cartes butin et les cartes menaces afin de former leurs deux paquets respectifs. Placez les faces cachées au-dessus du champ de bataille. Ensuite, repérez la valeur Trip to Spawn représentée par l'icône correspondante. En commençant par le héros situé à gauche en haut du champ de bataille, piochez une carte menace et placez-la dans sa ligne de bataille. Continuez ensuite dans le sens aigu d'une montre, en faisant apparaître une nouvelle menace devant chaque héros, jusqu'à générer le nombre total de menaces indiqué par la valeur. Si à un moment quelconque de la partie, le paquet de menaces est entièrement épuisé, mélangez sa pile de défausse afin de reformer un nouveau paquet. Veillez enfin à ce que toutes les cartes restent facilement accessibles pendant la partie. Une fois cette mise en place terminée, vous êtes prêt à commencer le jeu. La partie débute alors par la phase des héros. Avant de commencer la partie, vous allez choisir un niveau de difficulté. En mode aventureur, au début de la quête, faire progresser 2 héros puis défausser une menace. En mode champion, au début de la quête, faire progresser un seul héros. Enfin, le mode héros n'apporte aucune modification aux règles, il est destiné aux joueurs expérimentés. Une partie du Hero of the Sanctum se déroule en une succession de manches. Chaque manche est composée de 4 phases, toutes résolues dans le même ordre. La phase des héros, la phase des menaces, la phase de la région, puis la phase de la quête. Une fois la mise en place terminée et le niveau de difficulté choisi, la partie commence donc par la phase de héros. Cette phase vous permet de planifier votre stratégie de contrôler vos héros. Elle se déroule toujours dans le même ordre. Vous commencez par révéler le stratagème en cours, puis vous résolvez ses effets. Ensuite, vous dépensez vos points d'action afin d'effectuer les actions disponibles à vos héros, puis vous résolvez chacune de ces actions. En mode solo, c'est le joueur qui résout l'ensemble des actions. Si vous avez décidé de jouer en mode collaboratif, plusieurs joueurs peuvent discuter ensemble de la meilleure stratégie avant que les actions ne soient résolues par un joueur. En option, la carte Standard Bearer peut être utilisée afin que les joueurs se relaient pour résoudre les actions. Et les révéler et résoudre le stratagème en cours. Le paquet de cartes stratagème reste toujours face visible. Ainsi, seule la carte située au sommet du paquet est visible et correspond au stratagème en cours. À partir de la deuxième manche, une fois tous les jetons héros défaussés, prenez la carte stratagème située au sommet du paquet et placez-la sous celui-ci. Vous révélez ainsi un nouveau stratagème. Dès qu'un nouveau stratagème est révélé, vous lisez son texte narratif, puis vous appliquez immédiatement tous les effets. Certains stratagèmes peuvent également introduire de nouvelles règles qui ne s'appliquent que pendant la manche en cours. Une fois le stratagème résolu, vous pouvez utiliser vos points d'action. Dans le coin supérieur droit de chaque carte est indiqué le nombre de points d'action dont vous disposez pour cette manche. Sur la partie gauche, figurent les 8 actions disponibles que vous pouvez attribuer à vos héros en dépensant ces points d'action. Les actions bleues coûtent 1 point d'action, tandis que les actions rouges coûtent 2 points d'action. Chaque carte héros possède un jeton recto verso, identifiable grâce à son icône unique. Lorsque vous attribuez une action bleue à un héros, vous retournez son jeton héros sur sa face bleue, puis vous placez sur l'action bleue choisie sur la carte stratagème. Par exemple, si ce personnage-là fait cette action, je mettrai le jeton comme ceci, et cela me coûterait 1 point d'action. De la même manière, lorsqu'un héros utilise une action rouge, vous retournez son jeton sur sa face rouge, puis vous le placez sur l'action rouge correspondante indiquée sur la carte stratagème. Comme par exemple, je pourrais faire comme ceci. Lorsque vous attribuez des actions à vos héros, plusieurs règles doivent être respectées. Tout d'abord, le coût total des actions choisies ne peut jamais dépasser le nombre de points d'action dont vous disposez. Chaque action disponible ne peut accueillir qu'un seul jeton héros. Un héros qui est stun ou vaincu ne peut pas recevoir d'action. De plus, dès qu'un héros s'est vu attribuer une action, il ne peut plus en effectuer d'autres au cours de cette même phase, sauf si un effet de jeu indique explicitement le contraire. Il est également possible de ne pas attribuer d'action à certains héros, il reste alors inactif pendant cette phase. Enfin, tous les points d'action qui n'ont pas été dépensés sont perdus. À partir du moment où un héros est affecté à une action disponible, il est considéré comme le héros actuel. Dès qu'une action disponible est attribuée à un héros, elle est résolue immédiatement. Voyons maintenant le fonctionnement de chaque action. Ici, c'est attaquer. L'action d'attaquer permet à un héros de combattre une menace. Sauf indication contraire, choisissez une menace située dans la ligne du héros
Si l'arrêt de quête l'autorise, le héros peut également cibler la menace épique présente sur la carte quête. La cible reçoit un nombre de dégâts égal à la valeur d'attaque du héros. Valeur d'attaque que vous retrouvez là. Placez sur la carte ciblée le nombre correspondant de jetons dégâts. Certains effets de jeu peuvent modifier les cibles que vous êtes autorisé à choisir ou à la quantité de dégâts infligés. Ces effets sont indiqués sur les cartes héros, les cartes butin ou par d'autres effets de jeu. L'action de soigner permet à un héros de retirer un dégât de la bannière du Sanctum qui lui est adjacente horizontalement. Certains effets peuvent modifier la quantité de dégâts retirés ou le héros pouvant bénéficier du soin. Défendre. L'action défendre permet à un héros de commencer à défendre. Tant qu'il est dans cet état, sa valeur de défense augmente temporairement de 1. Placer un jeton sur sa carte pour l'indiquer. Un héros ne peut jamais avoir plus d'un jeton à la fois. Après qu'une menace ait attaqué ce héros, le jeton est retiré. L'action scout ou explorer permet à vos héros de progresser à travers la région actuelle. Sauf indication contraire, augmenter le marqueur d'exploration de 1 sur la piste. Certains butins, certaines cartes proximité ou d'autres effets de jeu peuvent modifier la quantité de progression sur cette piste. Ici, où on peut également retrouver en bleu, cette action disponible est une action remplaçable. Lorsqu'elle possède un fond rouge, elle peut remplacer n'importe quelle action rouge. Lorsqu'elle possède un fond bleu, elle peut être remplacée par n'importe quelle action bleue. Ici, c'est utiliser. Cette action permet à un héros d'utiliser une carte butin ou une carte proximité qui lui est attachée, à condition qu'il soit le héros le plus proche de cette carte. Résolvez immédiatement l'effet associé au mot-clé Use de la carte choisie. Ici, nous avons provoqué. Cela permet à un héros d'attirer une menace située dans sa ligne de bataille, dans la ligne de bataille d'un autre héros. Vous choisissez une carte menace présente dans la ligne de bataille d'un autre héros, puis vous la déplacez dans la ligne de bataille du héros qui effectue l'action. Ici, nous avons assisté. Permet à un héros de cibler un autre héros. Si le héros est stun, retirez immédiatement le jeton stun. Ensuite, les deux héros peuvent librement donner, recevoir, échanger ou défausser n'importe lesquelles de leurs cartes butin. Se déplacer permet d'échanger la position de deux héros, à condition qu'aucun des deux ne soit stun. Les deux héros changent de place, ainsi que toutes les cartes butin qui leur sont attachées, tous les jetons qui se trouvent sur eux. Cette action peut également modifier la santé maximale des bannières du Sanctum. Lorsque les héros échangent leur position, les cartes menaces restent dans leur ligne de bataille respective. Seuls les héros, les cartes butin attachées et leurs jetons changent d'emplacement. Certains effets de jeu peuvent indiquer qu'une action est gratuite ou qu'elle peut être effectuée gratuitement. Dans ce cas, cette action ne nécessite plus de dépenser de points d'action pour être attribuée pendant toute la durée indiquée par l'effet accordé. Une fois que toutes les actions ont été attribuées et résolues, la phase des héros prend fin. La partie passe alors à la phase des menaces. Durant cette phase, toutes les menaces ripostent. En revanche, les menaces épuisées ne peuvent ni attaquer ni effectuer d'action de menace. Cette phase se déroule en 2 étapes. Commencez par faire attaquer les héros, résolvez ensuite les actions des menaces. En commençant par la ligne de bataille située en haut à gauche, puis en poursuivant dans le sens horaire, résolvez les attaques des menaces contre les héros. Dans chaque ligne de bataille, additionnez la valeur d'attaque de toutes les menaces actives, c'est-à-dire celles qui sont orientées verticalement. Soustrayez ensuite la valeur de défense actuelle du héros. Ici, vous avez la valeur de défense, donc 1, et ici, s'il se fait attaquer, là, c'est de 1. Mais si par exemple, il y avait 2 cartes comme ça ferait 2 contre 1. Si le résultat est supérieur à 0, ce nombre est infligé sous forme de dégâts à ce héros. Si le héros était en état defending au moment de l'attaque, retirez immédiatement son jeton et remettez-le dans la réserve. Enfin, si une menace épique est toujours en jeu et qu'elle n'est pas vaincue et que les règles de la quête lui permettent d'attaquer, les joueurs choisissent quel héros elle cible. Lorsqu'une menace épique attaque, n'ajoutez aucune valeur d'attaque à la sienne. Par exemple, dans cette ligne de bataille, 3 menaces actives sont présentes. Chacune possède une valeur d'attaque de 1, ce qui donne 3. Le héros de cette ligne possède une défense de 1 et bénéficie également d'un jeton qui lui apporte plus 1 en défense. Aucun effet de jeu ou de carte butin modifie cette défense. Sa défense totale est donc de 2. A noter qu'une valeur de défense ne peut jamais être inférieure à 0. On applique ensuite le calcul, attaque 3 moins défense 2, soit 1 dégât. Un jeton dégât est alors placé sur la bannière du Sanctum, située horizontalement à côté de ce héros. Une fois toutes les attaques résolues, les menaces effectuent leurs actions, en commençant par la ligne de bataille en haut à gauche, puis dans le sens horaire. Sélectionnez une menace active, c'est-à-dire une menace qui n'est pas tournée. Résolvez ensuite son mot-clé action. Si la menace n'en possède aucun, elle devient épuisée. Tournez alors sa carte à l'horizontale. Lorsque toutes les menaces sont épuisées, la phase des menaces prend fin et la partie passe à la phase de région. La phase de région représente les effets de l'environnement et permet, lorsque les conditions sont réunies, de poursuivre votre voyage vers une nouvelle région. Cette phase se déroule en 3 étapes. Commencez par mettre à jour la région, résolvez les effets des cartes proximité. Enfin, si la région a été entièrement explorée, vous pouvez décider de la quitter. Retournez la carte région actuellement en jeu. Résolvez ensuite le mot-clé associé Update qui se trouve sur son autre face. En commençant par la carte proximité située en haut à gauche, puis en poursuivant dans le sens aigu d'une montre, vérifiez chaque carte proximité. Si une carte possède le mot-clé région, résolvez son effet. Si le marqueur d'exploration est égal ou supérieur à la valeur d'exploration de la carte, que vous retrouvez ici, cette région est considérée comme entièrement explorée. Les joueurs peuvent alors choisir de voyager vers la région suivante.
si notre région est disponible. Dans ce cas, remettez le marqueur d'exploration sur 0, puis défaussez la région actuelle afin de révéler la suivante. Défaussez ensuite toutes les cartes proximité et toutes les menaces présentes sur le champ de bataille. Mettez en place une nouvelle carte proximité, faites apparaître les nouvelles menaces pour résolver le mot-clé Arrived de la nouvelle région. Une fois ces étapes terminées, la phase de région prend fin et la partie passe à la phase de quête. La phase de quête permet de suivre la progression de votre mission et de résoudre les événements propres à la quête choisie. Cette phase se déroule toujours dans le même ordre. Commencez par vérifier si l'objectif de la quête a été atteint. Résolvez ensuite les événements de la quête, vérifiez si des héros ont été vaincus, puis faites progresser le marqueur de temps. Enfin, réactivez toutes les menaces avant de commencer une nouvelle manche. Les règles de la quête, indiquées sur la carte quête, précisent les conditions de victoire. Donc, ici, par exemple, une quête peut indiquer que les héros remportent la partie lorsque le Dread Knight est vaincu. Si les conditions de la victoire sont remplies, les héros remportent immédiatement la partie. Tous les héros vaincus sont alors révélés, puis la phase de quête prend fin. Vous résolvez ensuite les événements de la quête. Vous parcourez-les du haut vers le bas. Chaque événement demande d'effectuer une action en fonction de l'icône qui lui est associée. Lorsqu'une icône affiche un nombre correspondant à la piste de temps, cet événement n'est résolu que si ce nombre est égal à la valeur actuelle du marqueur de temps. La piste de temps peut également afficher un X ou un autre symbole spécifique. Dans ce cas, également, appliquez simplement les instructions indiquées par le texte de cet événement. Vérifiez ensuite si l'une des bannières du Sanctum a été vaincue. Si une bannière a subi un nombre de dégâts supérieur à sa santé maximale, elle est vaincue, les lignes de bataille qui lui sont adjacentes s'effondrent. Si toutes les bannières du Sanctum sont vaincues, la quête se termine immédiatement par une défaite. Sauf si un événement de quête l'a déjà déplacé au cours de cette manche, avancez le marqueur de temps d'une case. Toutes les menaces qui sont épuisées, c'est-à-dire tourner à l'horizontale, redeviennent maintenant actives, redressez toutes ces cartes en les remettant à la verticale. Si les héros n'ont remporté ni perdu la quête, une nouvelle manche commence. La partie revient à la phase des héros et le même enchaînement de 4 phases se répète jusqu'à ce que les conditions de victoire ou de défaite soient remplies. Avant de vous partager mon ressenti sur le jeu, si cette vidéo vous a aidé à le découvrir ou à mieux le comprendre, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également liker la vidéo ou la partager, cela aide aussi beaucoup la chaîne. Vous trouverez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux si vous décidez de me suivre. Mais pour l'instant, place à la dernière partie de la vidéo, mon avis sur l'expérience que propose vraiment Heroes of Sanctum une fois autour de la table. Quand j'ai découvert Heroes of Sanctum pour la première fois, ce qui m'a le plus marqué, c'est que le jeu ne repose pas simplement sur l'enchaînement de combat. Derrière son univers de Dark Fantasy, on trouve un véritable jeu de planification où chaque décision, très rapidement j'ai eu l'impression d'être face à un pulse tactique qui évolue constamment, avec une multitude de paramètres à prendre en compte avant même de choisir quelle sera la première action de la manche. Le cœur du jeu, c'est clairement pour moi son système de points d'action. À chaque tour, on dispose d'un nombre limité de points, alors que les possibilités sont nombreuses. Attaquer, se défendre, explorer, utiliser un objet, déplacer ses héros, provoquer une menace ou encore assister un allié. Comme chaque héros ne peut généralement réaliser qu'une seule action par manche, chaque choix devient crucial. J'ai souvent eu cette impression de devoir renoncer à quelque chose d'intéressant pour privilégier une autre priorité. Et c'est précisément ce genre de dilemme que j'aime retrouver dans un jeu de stratégie. Ce qui renforce encore cette sensation, c'est que toutes les actions n'ont pas le même coût. Certaines actions ne demandent qu'un seul point, d'autres en nécessitent 2. On ne choisit donc pas uniquement quelle action effectuer, mais aussi combien de ressources on est prêt à investir pour la réaliser. Au fil des parties, je me suis surpris à complètement revoir mon plan simplement parce qu'une action était trop coûteuse, et ce, au regard de la situation. Le jeu vous pousse vraiment à optimiser chaque point dépensé. J'ai aussi beaucoup apprécié ce qui tourne autour du positionnement des héros. Leur placement autour de la bannière du Sanctum influe énormément le déroulement de la partie. Les lignes de bataille, les possibilités de soins, les déplacements, les provocations de menaces ou encore les protections de bannières sont directement liées à cette organisation. On ne déplace jamais un héros juste pour le déplacer. Chaque changement de position peut avoir des conséquences, parfois immédiates, parfois quelques manches plus tard. Ces dimensions apportent beaucoup de profondeur, sans compliquer inutilement les règles. Les bannières du Sanctum jouent d'ailleurs un rôle très intéressant. Elles ne servent pas uniquement de conditions de défaite, elles deviennent une véritable ressource à protéger. Les dégâts qui leur sont infligés rappellent constamment que la situation peut rapidement dégénérer. J'ai trouvé que cela apportait une tension permanente, car on ne peut pas simplement penser à éliminer les ennemis. Il faut aussi surveiller l'état des bannières, anticiper les attaques et parfois accepter de consacrer une action à soigner plutôt qu'à progresser. Le fonctionnement des menaces participe énormément à cette sensation. Elles ne se contentent pas d'infliger seulement des dégâts. Après leur attaque, elles déclenchent également leurs propres actions, avant de devenir épuisées jusqu'à la manche suivante. Ce rythme donne vraiment l'impression que les ennemis vivent sur le champ de bataille. On cherche naturellement à éliminer les plus dangereuses avant qu'elles ne puissent agir. Mais ce n'est pas toujours possible. Cette gestion des priorités est à mon sens une des plus grandes réussites du jeu. J'ai aussi trouvé intéressant que les menaces soient réparties sur plusieurs lignes de bataille. On ne regarde jamais uniquement ce qui se passe devant un héros, il faut constamment garder un œil sur tout le champ de bataille. Car une ligne peut rapidement devenir critique alors qu'elle semblait sous contrôle. Cette vision d'ensemble donne une vraie vision stratégique au jeu. Les stratagèmes apportent aussi une excellente dimension. Comme un nouveau stratagème est révélé à chaque tour, on ne retrouve jamais les mêmes possibilités d'une manche à l'autre. Les effets temporaires et les nouvelles règles qu'ils peuvent introduire obligent à s'adapter en permanence. J'ai particulièrement aimé cette capacité du jeu à renouveler ses contraintes sans pour autant modifier ses fondations. On reste dans le même système, mais les priorités changent régulièrement. L'exploration des régions est un autre système que j'ai trouvé très réussi. Explorer n'est jamais une simple formalité. Chaque progression sur la piste d'exploration demande d'investir des actions qui auraient pu être utilisées ailleurs.
On se retrouve face à un vrai dilemme. Faut-il continuer à nettoyer la région actuelle ou accélérer notre progression vers la suivante? Ce choix revient régulièrement et participe grandement au rythme de la partie. Lorsqu'on décide finalement de quitter une région, le jeu renouvelle directement les situations. Les anciennes menaces disparaissent, de nouvelles apparaissent. Les cartes proximité changent et les cartes arrived viennent parfois modifier le contexte et ce dès notre arrivée. Je trouve que cette mécanique nous donne réellement le sentiment de progresser dans une aventure plutôt que de répéter le même affrontement au fil de la partie. Les cartes proximité et les cartes butin apportent elles une couche de réflexion supplémentaire. Le jeu ne nous demande pas seulement de récupérer des objets, mais aussi de les attribuer aux héros qui en tirent le meilleur parti. Cette gestion de l'équipement reste relativement simple, mais elle ajoute une vraie satisfaction lorsqu'on réussit à créer de bonnes synergies entre son héros et son matériel. J'apprécie aussi beaucoup que chaque héros ait sa propre personnalité. Dès la mise en place, le jeu, pour une première partie, vous recommande des personnages équilibrés entre eux, avec des combattants plus solides sur la ligne supérieure et des profils davantage orientés vers le soutien. Les soins ou les attaques à distance sur la ligne inférieure. Même sans connaître tous les détails de leurs capacités, on sent bien que la composition de l'équipe est déjà une décision stratégique pour le reste de la partie. Le time tracker lui apporte une pression que j'ai trouvée particulièrement intéressante. À la fin de chaque manche, le temps continue d'avancer, ce qui déclenche progressivement les événements de la quête. Cette mécanique évite de jouer sans contrainte. On ne peut simplement pas prendre tout son temps pour optimiser chaque action. Il faut aussi accepter d'avancer et de faire avec les contraintes du temps. Le déroulement des manches est aussi très agréable. Les 4 phases s'enchaînent très logiquement. Les héros agissent, les menaces ripostent, la région évolue, puis la quête progresse, avant de recommencer un nouveau cycle. Après quelques tours, cette structure devient très naturelle et donne un rythme régulier à la partie. J'ai trouvé que cela facilitait la lecture de la situation malgré la richesse des interactions. En termes d'accessibilité, je pense qu'Heroic Sanctum demande quelques parties. Il y a plusieurs types de cartes, de nombreux mots-clés, différents états pour les héros et les menaces, ainsi que plusieurs petits éléments à surveiller constamment. Rien n'est particulièrement compliqué pris individuellement, mais c'est leur combinaison qui demande un tout petit peu de pratique. Mais une fois cette étape passée, le jeu devient extrêmement fluide, et on commence réellement à anticiper les enchaînements de phases. La rejouabilité est un des grands points forts du jeu. Le choix de 4 héros parmi les 12 disponibles change déjà totalement la manière d'aborder une partie. À cela s'ajoutent les différentes quêtes, les régions, les stratagèmes, les cartes butin, les cartes proximité, et les menaces qui viennent renouveler constamment les situations rencontrées. Les décisions prises d'une partie à l'autre ne sont jamais identiques. J'apprécie également la présence du mode coop. Même si un joueur résout toutes les actions, les décisions sont prises en équipe. Dans le jeu, une bonne partie du plaisir vient de l'anticipation, de l'optimisation et de la recherche de la meilleure séquence d'actions possible. Au final, j'ai trouvé que Heroic Sanctum proposait une expérience cohérente et élégante. Toutes les mécaniques vont dans la même direction. Gérer efficacement son équipe, protéger les bannières du Sanctum, optimiser ses points d'action, faire évoluer ses héros, s'équiper intelligemment et progresser à travers des régions de plus en plus dangereuses jusqu'à remplir les objectifs de la quête. C'est un jeu qui récompense clairement la réflexion, la planification et l'adaptation permanente. Si vous aimez les jeux solo stratégiques qui demandent de peser chaque décision et qui proposent une véritable montée en puissance au fil des parties, Heroic Sanctum a tout pour vous satisfaire et pour vous plaire. Et c'est donc une proposition qui m'a laissé une très bonne impression et j'ai hâte d'y retourner. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu.